Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Jean-Emmanuel. Et merci d'être passé donc sur notre plateau. Monsieur le ministre, 2 cache-nez par élève, c'était l'engagement du gouvernement pour cette reprise. Quel est le point que l'on peut faire à la veille de la reprise? Oui, en fait, deux cache-nez pour les élèves et le personnel enseignant ainsi que le personnel administratif des établissements. C'était pas, mais c'est l'engagement du gouvernement. Et nous travaillons, comme on l'a dit, hein. Il n'y a pas eu de secret ni de choses à cacher avec donc la CCTH, la Confédération Coton Textile et Habillement du Burkina Faso, qui travaille à mettre à disposition. Donc, nous avons eu quand même un certain nombre de difficultés, des difficultés liées au fait que aujourd'hui, dans certaines régions, la capacité donc de production des cache-nez est très faible en termes de couture, et donc la région du centre est celle qui alimente finalement, donc qui vient en renfort donc aux autres régions. Et nous avons commencé depuis donc le vendredi à faire des missions pour mettre à disposition des cache-nez un peu partout. Donc dans la région du centre, ça veut dire que demain tous les élèves n'auront pas de masque? Non, dans la région du centre, les élèves en principe, tous les élèves et tous les enseignants devraient disposer de 2 cache-nez. Pas de problème, mais dans les autres régions, nous commençons par mettre à disposition un cache-nez pour commencer, et nous mettrons au fur et à mesure donc des cache-nez en récupérant les productions supplémentaires que nous avons sur Ouagadougou dans les autres régions. Et là, c'est parti, donc ce travail est en cours. Il y a aussi des difficultés liées à la disponibilité donc, des lave-mains. On l'a vu à Ouagadougou ici. C'est sûr que c'est le même problème également en région. Est-ce que ça également, ce n'est pas quand même un gros manque à gagner pour cette reprise? Je voudrais déjà dire que le gouvernement, lui, s'est engagé à mettre à disposition donc, des établissements publics comme privés, donc des cache-nez, du savon, donc des affiches donc de sensibilisation à afficher dans chaque salle de classe, public comme du privé, et des modules de sensibilisation donc, qui vont permettre aux enseignants de pouvoir donc, sensibiliser au fur et à mesure à travers un cours. Et donc ce travail est fait. Là, c'était 150 000 exemplaires que nous avons imprimés et partagés pour le module, et 120 000 exemplaires donc des affiches et tout. Ça c'est fait. Maintenant pour le dispositif de lave-main, donc le gouvernement a appelé donc toute la communauté. Donc la communauté éducative à se mobiliser, les populations, oui, les populations à se mobiliser, la communauté, donc de façon générale, donc APE, AME, Association des mères éducatrices, Association des parents d'élèves, Comité de gestion des établissements scolaires que nous appelons COGES, les personnes physiques et morales, toute personne comme vous et moi, à se mobiliser pour accompagner donc cette initiative partout où il y a un manque d'approvisionnement en eau potable ou de dispositifs de lavage des mains. Et donc, un peu partout, il y a eu quand même de la mobilisation. Et chaque fois que nous avons reçu donc, des accompagnements, nous avons mis à disposition donc, des établissements. Et il vous souviendra que le vendredi dernier, donc, le ministère en charge de la Santé a mis à notre disposition 80 dispositifs de lave-mains. Nous avons envoyé 20 à Djibo. Et les 60 sont là. Et demain, normalement, les 2 directions régionales du primaire et du post-primaire de la région du centre feront des tours pour faire le point. Le cas de oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, les APE posent d'une manière générale les problèmes de ressources, parce que cette année, le coronavirus, bien sûr, a eu un impact sur les entrées de ressources également au niveau de ces associations qui se disent incapables aujourd'hui de répondre à cet appel. Non, déjà, donc, ce que nous allons mettre à disposition, nous avons 60, et demain, le point sera fait d'ici la fin de la matinée, des besoins les plus urgents, ça et là, dans la région du centre, et nous allons mettre à disposition déjà ces 60, et nous profitons donc de vos méthodes pour continuer de lancer cet appel. Maintenant, nous n'avons pas demandé que les communautés se mobilisent pour des lave-mains nécessairement sophistiqués. Il y a des dispositifs que nous appelons Tipitap qui ont été mis à disposition par exemple par Nestlé. C'est des dispositifs de lave-mains qui peuvent être aussi expérimentés. Vous avez vu par exemple au lycée Zenda, c'est d'avoir de l'eau et du savon. Voilà, c'est ça. Au-delà du dispositif de lave-mains que nous connaissons, ils ont essayé de fabriquer, donc mettre à disposition des robinets ça et là. Donc c'est travailler à ce qu'il y ait de la disponibilité en eau. Le savon est mis à disposition et donc tout cela permettra de faire observer certaines mesures barrières. Autre impératif, professeur, c'est le respect bien sûr de la distanciation physique pour des classes où on retrouve 50 élèves voire plus. Est-ce qu'à ce jour, en tout cas, vous êtes assuré que tous les établissements prennent des dispositions pour que cette distanciation-là soit respectée? Il peut arriver qu'en fonction de la taille de la classe, 50 élèves permettent de faire observer la distanciation physique. Il peut arriver que non. Dans tous les cas, nous avons donc, au regard de cette situation, et comme c'est une mesure barrière, nous avons laissé la latitude aux établissements de pouvoir organiser cela, mais nous avons pris le soin au niveau du gouvernement
d'adopter un décret portant donc réquisition collective de tous les enseignants. Parce que la fin de l'année scolaire pour les classes intermédiaires ne signifie pas la fin donc des activités pour les enseignants des classes intermédiaires. Et donc, ils sont mis à disposition de leurs établissements pour accompagner donc l'organisation de ces établissements dans le respect des mesures barrières. Donc, si c'est nécessaire de scinder des classes pour observer, parce qu'il y a des classes qui sont libérées, ils vont accompagner. Mais au-delà de cela, ce qui est important aussi, même si ce n'est pas le cas, ils devraient accompagner pour mieux encadrer. Donc, si vous êtes 2 ou 3 dans une classe, vous encadrez mieux de façon à permettre à ces élèves-là de pouvoir faire de très bons résultats de fin d'année. Monsieur le ministre, 4 syndicats ont quitté la rencontre de concertation que vous avez donc initiée, réitérant bien sûr leurs préalables, notamment l'arrêt des coupures et la suspension de salaire et le remboursement bien sûr des montants retenus. Des syndicats qui rejettent également les mesures prises par le gouvernement pour l'achèvement de l'année. Est-ce que cela ne risque pas de compromettre la reprise demain? Bon, moi je voudrais d'abord dire que je considère que y a 3 syndicats qui ont quitté donc la salle de discussion, parce que à cette salle de discussion, nous avons invité les structures syndicales du MENA, l'éducation. Il se trouve qu'il y a une structure syndicale qui n'est pas du MENA, qui faisait partie donc, du SINTAS, donc qui ne faisait pas partie des syndicats que nous avons invités. Nous considérons que c'est l'action sociale. Donc nous considérons qu'il y a 3 syndicats qui sont partis. Mais tout cela, le plus important, c'est travailler à ce que ces 3 syndicats du système éducatif puissent revenir à la table de discussion pour que nous puissions ensemble travailler donc, à améliorer notre système éducatif. Donc ils ont quitté effectivement parce qu'ils considèrent qu'ils ont posé des préalables et que jusqu'à présent le gouvernement n'a pas daigné répondre, et donc ils préfèrent ne pas se mêler aux discussions. Mais le fait de quitter la table d'éducation ne voudrait pas dire que ces syndicats refusaient de prendre part aux activités pédagogiques qui sont prévues. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Et donc, j'ose espérer effectivement que les militants de ces structures syndicales vont donc effectivement participer aux activités. Et nous sommes toujours ouverts aux discussions. Et les réponses qui ne sont pas encore transmises ne signifient pas que le gouvernement n'est pas donc engagé à continuer les discussions. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas lieu, au regard de l'urgence, de prendre toutes les mesures justement pour désamorcer l'atmosphère au niveau du ministère pour cette reprise-là? Non, le gouvernement a reçu effectivement donc les préoccupations de ces 3 structures en termes donc de préalable, et donc le gouvernement avisera en temps opportun, mais cela ne doit pas empêcher effectivement les activités de se mener. Et je n'ai pas en tout cas souvenance que ces structures aient dit à leurs militants ou à un enseignant que ce soit de ne pas aller donc dans son établissement demain. Monsieur le ministre, des cours qui reprennent, et cela jusqu'au 11 juillet. On a vu dans le même temps, donc depuis hier, les programmes télé, les cours à la télé également qui ont commencé. Beaucoup se posent la question dans quel intérêt, puisque les classes ont repris pour les élèves en classe d'examen. Oui, mais ça c'est en fait circonscrire les défis qui se présentent à l'éducation au seul défi sanitaire. Avant le défi sanitaire, nous faisions face à un défi important qui est le défi sécuritaire, que nous tentons donc de relever depuis 2016. Et donc cette initiative d'utilisation de technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, ce n'est pas une initiative qui a été prise dans le cadre du Covid, mais la situation de crise sanitaire a accéléré le processus. Le 21 février 2019, le chef du gouvernement a fait adopter donc, avec l'ensemble des partenaires du système éducatif, une stratégie de scolarisation des élèves dans les zones à fort défi sécuritaire, et une bonne partie est consacrée justement à ce pan, et nous y travaillons, et là c'est accéléré. Et donc la reprise est importante parce que ça va permettre, puisque là vous avez 1 mois et demi au maximum de cours pour les classes d'examen, ils ont besoin de renforcement, donc ces cours permettront à tous ceux qui pourraient accéder de renforcer leurs connaissances, mais ça permettra aussi à ceux qui ne pourront pas reprendre demain, parce qu'ils sont dans des zones où la situation sécuritaire ne permet pas de pouvoir poursuivre. Et donc, au-delà de cela, nous travaillons à ce que, au-delà donc des classes d'examen pour lesquelles nous avons accéléré le processus, que nous puissions continuer de façon à ce que, en début d'année prochaine ou en milieu d'année prochaine, on puisse avoir ce même dispositif pour l'ensemble des classes de notre pays. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas vous poser également cette question. Cette semaine, il y a eu bien sûr la conférence de presse de la coordination des professeurs du programme Emploi Jeune sur près de 1400. Je crois que c'est plus de 600 qui n'ont pas réussi au test. Aujourd'hui, la coordination dénonce
en tout cas le système d'évaluation, le test auquel ils ont été soumis, notamment la nature des sujets, et la coordination demande dans le même temps l'intégration pure et simple, en tout cas de tous leurs camarades. Est-ce qu'il n'y a pas eu injustice, monsieur le ministre? Non, en fait, c'est pas la semaine dernière, c'est depuis un certain nombre d'années qu'ils ont commencé, depuis en tout cas plus d'une année au moins, qu'ils ont commencé à poser ces différentes revendications. Et donc cette conférence doit être la semaine qui vient de s'écouler est liée à ceux qui ont échoué au test d'intégration à la fonction publique. Ce qu'il faut dire, c'est un programme qui a été instauré par le gouvernement dans le cadre de l'engagement pris par le chef de l'État dans son programme de société adressé aux Burkinabés, qui consistait à accompagner des étudiants titulaires d'un bac plus 2 au moins des universités à pouvoir s'insérer dans la société ou dans la fonction dans la société. Et c'est ainsi que ce programme a été mis en place. La première promotion a été recrutée par le ministère en charge de la jeunesse. Et en avril, le programme a été lancé en mars 2016. Et en avril 2017, le programme a été rétrocédé au ministère en charge de l'éducation. Alors il faut dire que pour ce programme, justement, ceux qui sont recrutés, on devait faire 5 recrutements. C'est-à-dire que la cible, c'était de recruter 1800 jeunes et 16 800 jeunes. Donc, on devait faire 5 recrutements. Et en fonction des budgets et de la disponibilité financière, on avait fait une sorte de répartition. Nous avons recruté 3 promotions parce que, justement, la coordination des syndicats de l'éducation était totalement opposée à cette forme de recrutement. Aujourd'hui, c'est l'intégration qui fait débat. Non, mais justement, moi, je suis surpris même que certains syndicats qui soutiennent ces gens sont ceux qui se sont battus pour qu'on puisse supprimer cela. Et donc, on s'est accordé, dans le cadre de l'accord que nous avons eu sur le statut valorisant, à mettre fin au processus. Donc, nous avons recruté 3 promotions et nous avons arrêté le processus. Cette première promotion, sur les 4200 qu'on devait recruter, il y avait plus de 5000 demandes et 3150 ont été retenues. Et à la fin du programme, c'est-à-dire dès que vous êtes retenu, à tout le monde vous pouvez partir du programme. Il y en a même qui sont partis. Il y en a qui sont partis à la fin de la formation qu'ils ont reçue à l'École normale supérieure de l'Université Norbert Zongo, maintenant École normale supérieure de Koudougou et IDS. Il y en a qui sont partis parce que 3 mois après, ils considéraient avoir obtenu des ressources qui leur permettaient peut-être de poursuivre ou ils ont obtenu autre chose. Et il y en a en cours d'exercice de leur fonction. Ils ont réussi à des concours et c'est l'objet. Ils sont partis immédiatement. Vous pouvez partir à tout moment du programme. Mais les 3 derniers... La question, monsieur le ministre. Je reviens à la question. C'est important de le préciser. Maintenant, lorsque vous restez dans le programme pendant 3 ans, à la fin des 3 ans, vous n'êtes plus en contrat avec le ministère en charge de l'éducation et la fonction publique organise un concours d'intégration spécial. Maintenant, la notion de spécial, c'est quoi? C'est que, comme les 1520 qui sont restés dans le programme, le gouvernement a ouvert 1520 postes. Ils sont les seuls à pouvoir composer. Ça voudrait dire quoi? Chacun a son poste, mais il suffit de ne pas avoir une note éliminatoire. Ça, c'est spécifique. Aucun concours de la fonction publique n'est organisé sous ce format. L'année dernière, nous avons organisé un concours pour recruter 1000. Chance, mais ce qu'il dit, c'est que les sujets étaient faits. Oui, donc déjà la spécificité. Donc les 1520, on a ouvert 1520 postes. Il y a 1489 qui ont composé parce que 21 n'ont pas pu justifier d'être titulaires d'un baccalauréat plus 2. Il y en a qui n'avaient pas pu présenter leur baccalauréat, le bac plus 2 et autres. Donc ils n'ont pas été retenus. Et les 1482 ont composé. Il y a des filières où ils ont fait du 100%. Parce que les postes sont là et personne d'autre ne compose que eux. Il suffit de ne pas avoir une note éliminatoire, vous avez votre poste. Donc ça c'est totalement spécifique. Et donc, malheureusement, il y a 660 qui ont échoué. Mais les 660 qui ont échoué, le gouvernement a décidé d'organiser pour la deuxième promotion, où ils sont actuellement 1309. Comme un concours sera organisé pour ces 1309, on ouvre encore 660 postes en plus pour ceux-ci, pour qu'ils puissent prendre part. Et donc, ça, c'est totalement spécifique. Et le chef de l'État a toujours organisé... sans test. Non, on n'a jamais dit qu'on allait intégrer les gens sans test. S'ils ont une preuve écrite, qui disait que le gouvernement allait recruter sans test, qui le présente. Et donc, dire dans des conférences de presse que le chef de l'État a menti, il n'a pas respecté ses engagements, c'est totalement faux. Il a toujours respecté ses engagements, il s'est engagé, il a ouvert le nombre de postes qui correspond à ceux qui sont restés dans le programme. Il y en a qui ont échoué. Et malgré cela, on décide encore d'organiser pour cette année le concours pour les 1309 de la deuxième promotion qui sont là et
On va ajouter 660 postes supplémentaires pour eux là. Donc moi, le conseil que je peux leur donner, en tout cas ça n'engage que moi, c'est d'arrêter donc ces différentes conférences de presse et de se préparer pour le concours qui va être organisé pour eux. Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur notre